Salut la famille, moi c'est Henri Zati. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Likez, commentez et surtout partagez. Et à la fin de la vidéo, si vous aimez le contenu, abonnez-vous pour plus de notifications pour les contenus qui vont suivre celle-ci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécifique. Comment est-ce que j'ai rejoint la US Army, du camp d'entraînement jusqu'à l'insertion dans l'armée réelle. C'est parti. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis, après avoir bataillé pour avoir mon premier boulot, j'ai tout de suite enchaîné avec le deuxième boulot. Dans ma vie n'était que boulot, maison, boulot, maison. Et en quelque sorte, j'étais devenu une machine à travailler, du cash. Et là, ça me plaisait pas trop. Je voulais sortir de cette routine-là. Et en passant sur Facebook, j'ai vu une publicité de l'armée américaine. J'ai rempli le formulaire. 2 jours après, il y a un recruteur de l'armée qui m'a appelé et qui m'a demandé mon adresse. Il est arrivé chez moi et on a causé. Il a fait ce qu'on appelle le pre-test. Le pre-test était de définir si je pouvais faire ce qu'on appelle le ASVAB. Le ASVAB, c'est littéralement le concours d'entrée dans l'armée. Quand j'ai reçu le pre-test, il m'a demandé si je voulais poursuivre. Alors, j'ai dit oui. On a rempli la paperasse ce jour-là. Et après, il m'a envoyé à MEPS. MEPS, c'est le centre où on enregistre les potentiels soldats avant de faire ce qu'on appelle le physical test, medical test et d'autres tests. Et avec le ASVAB en ce moment-là, parce que ce qu'il m'a fait prendre n'était que le pre-test pour voir si j'étais qualifié. Après ça, il a schedulé pour que je puisse partir à MEPS. À MEPS, ils m'ont d'abord demandé de composer le ASVAB. Après que j'ai composé le ASVAB, on a encore reschedulé pour que je vienne faire ce qu'on appelle le medical test ou bien le test médical. Après le test médical, on a fait le test physique. Ça c'était pour checker, ça c'était pour vérifier si j'étais apte à entrer dans l'armée. Après ça, on a encore rempli quelques documents et ensuite je suis parti signer mon contrat. Il y a plusieurs types de contrats 3 ans, 4 ans et 6 ans. Généralement, ces contrats-là, après que tu aies signé, il y a toujours 2 ans inactifs. Donc, c'est-à-dire, même quand ton contrat finit, tu as toujours 2 ans inactifs que tu dois servir la vie. N'importe quand, ils peuvent t'appeler. C'est vrai, tu es inactif, mais n'importe quand, ils peuvent t'appeler. Après que j'ai fini toute la paperasse à MEPS, c'était maintenant pour scheduler quand est-ce que je devais partir au basic training. Le basic training, c'est l'entraînement qui vous fait passer du stade de civil au stade de soldat. Après le basic training, il y a ce qu'on appelle le AIT. Le AIT, c'est où ils vous entraînent à faire votre travail dans l'armée. Parce que dans l'armée, il y a être soldat et il y a votre travail que vous faites dans l'armée. Et quand j'ai signé mon contrat, ils m'ont dit le travail que je devais faire. En ce moment, je ne connaissais pas que je pouvais actuellement choisir et réellement choisir jusqu'à négocier même mon contrat. Je ne connaissais pas tout ça. C'est quand je suis entré bien même que j'ai appris que je pouvais négocier toutes ces choses-là. Bon, je ne savais pas. Et c'est là, c'est pour une autre vidéo. J'avais 2 mois pour pouvoir apprêter toutes mes choses pour pouvoir partir au basic training. J'ai un ami qui m'a appelé, il m'a dit petit, avant de partir, ne prends aucun bagage. La seule chose que tu vas prendre, ce sont les habits qui sont sur toi, peut-être un livre, et c'est tout. Ta brosse à dents, ils vont te donner une brosse à dents là-bas, ils vont tout te donner là-bas. Donc prends seulement ce qui est sur toi, ta carte d'identité, et c'est tout. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais bien vous parler de ces gens-ci. On les appelle les drill surgeons. Drill surgeons. Et ce sont ces gens qui sont chargés de vous entraîner, de vous former, de vous éduquer, de vous dire tout ce que vous devez faire. Bref, ils sont chargés de vous prendre de l'état civil jusqu'à être soldat. Mon training a eu lieu à Fort Sill, Oklahoma. Et quand on a pris l'avion de Minneapolis, ou bien de l'aéroport de Minneapolis, nous sommes arrivés à Oklahoma la nuit. Et généralement, quand vous arrivez à l'aéroport, ils vous mettent dans un bus. Et dans le bus là, au fur et à mesure que vous arrivez au camp, on vous explique les procédures, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Quand on est arrivé à Fort Sill, il y a un drill surgeon qui entre dans le bus et la première instruction qu'il nous a donnée, c'était de soulever nos téléphones. Et il a partagé les sacs en plastique où on devait mettre ces téléphones-là. Et après cela, il nous a donné d'autres instructions selon lesquelles comment on devait marcher, comment on devait se comporter. Et il nous a dit que quand il devait nous donner le signal, on devait évacuer son bus, les filles à gauche et les garçons à droite. Quand il nous a donné le signal, on a fait exactement ce qu'il devait faire. Mais là, il y avait le cash. Parce que quand on est sorti du bus, il y avait 7 drill surgeons devant nous qui étaient constamment en train de crier sur chacun d'entre nous. Quand ta tête énervait un drill surgeon, directement, il tombait devant toi et il commençait à t'insulter, à te dire des mots méchants. Là, je vous dis des mots vraiment méchants. C'était pour te ridiculiser, quoi. Et il le faisait. Et cette pratique-là avant s'appelait le shark attack. Dans la première confrontation que vous avez avec ces drill surgeons-là, ils s'en foutaient. Et je me rappelle, il y avait certains enfants à côté de moi qui ont littéralement craqué et pleurer à chaudes larmes. Mais c'était pas le premier drill surgeon. Plutôt, quand ils étaient en train de pleurer, il y avait au moins 3 ou 4 drill surgeons à côté d'eux, en train de continuellement les insulter, en train de les ridiculiser. Ah, tu pleures quoi? Tu es fille à maman ou bien tu es garçon à maman? Pourquoi tu ne rentres pas une fois dans le bus et puis on te renvoie chez toi? Patati patata. Genre, ils vous mettaient vraiment la pression là. Et ça, c'est. Bon, c'est vrai que cette pratique n'existe plus, mais à ce temps-là, ça existait. On appelait ça le shark attack. On a séparé les filles des garçons, ils nous ont mis en rang. C'est qu'ils appellent formation. Dans la formation, ils nous ont demandé de déposer tout ce qu'on avait en main. Et moi, je n'avais que mon téléphone et le livre.
que j'avais acheté parce que je me disais que je devais pas, on devait rester quelque part où on ne devait pas avoir le téléphone et qu'on sort. Donc du coup, je voulais avoir quelque chose que je devais lire. Sauf qu'il y avait un catch. Il devait prendre tout ce qu'on avait, tout ce qui venait du monde extérieur, il devait récupérer tout. Même le livre, il ne devait pas avoir le livre. Quand ils ont récupéré toutes ces choses-là, ils nous ont mis et ils ont commencé à expliquer ce qu'on devait faire. La première instruction qu'ils nous ont appris, c'était le position of attention. Position of attention qui est là, c'est littéralement rester debout, ne pas bouger. Et si il pouvait t'empêcher de respirer, je vous assure, il devait vous empêcher de respirer. Parce que même tousser, quand tu tousses, tu as mis tout le groupe en danger. Ça, c'était la première instruction. Et ensuite, ils nous ont appris ce qu'on appelle le front leaning rest position. Le front leaning rest position, c'est la position des pompes. La position des pompes, mais rester sans faire des pompes. Ça, c'est le front leaning rest position. Et ils nous ont dit que chaque fois qu'ils disent down, on devait descendre. Et quand ils disent up, on devait remonter. Et après ça, ils nous ont dit position of attention, move. Quand ils disent move, c'est où tu exécutes le mouvement. Quand ils disent position of attention, move, tu exécutes le mouvement et tu rentres sur le position of attention. Front leaning rest position, move, tu exécutes le mouvement et tu passes sur le front leaning rest position. Après ce petit meeting qu'on avait avec cette drill surgeon, ils nous ont dirigés dans une salle. Et dans cette salle-là, on a fait ce qu'on appelle le processing. J'ai eu la chance, on n'a pas duré dans le processing period parce que c'était le temps du Covid. Donc, du coup, il y avait peu de gens qui partaient aux entraînements. Et mon processing period était très rapide. Donc, c'était qu'une seule nuit. Et cette nuit-là, on a fait le processing et ils nous ont renvoyés dans des baraques. Or, il y a d'autres gens qui arrivent et qui partent d'abord dans des camps d'attente avant de faire le processing. Or, moi, je suis arrivé et ils nous ont directement process. Et quand on arrive dans les baraques, c'était ma première fois d'arriver dans les baraques, j'avais jamais vu ce que c'était les baraques. On avait des lits superposés, des petits lits, c'était littéralement le lit d'une place. Même les lits d'hôpitaux sont un peu plus grands. C'était le lit d'une place avec un oreiller. Et il y a encore un autre drill surgeon qui était là pour nous dire exactement ce qu'on avait fait. Take one pillow, take one linen, take one of everything that was present. Donc prenez tout ce qui était présent, un de tout ce qui était présent, une couette, une couverture, un drap et un pillow pour ranger le lit. Et puis elle est sortie, elle n'est plus revenue. Et là, il y avait certains gens qui sont venus bien avant nous, qui sont venus nous expliquer ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire dans les baraques. Et après ça, c'était le lendemain matin. Le lendemain matin, à 5 h, il y a un drill surgeon qui est venu nous réveiller. Là, mon réveil était déjà debout, puisqu'il était déjà au courant qu'il fallait se réveiller à 5 h avant que le drill surgeon n'entre nous réveiller, que je sois déjà prêt, que je me sois déjà brossé et que je sois déjà prêt. Parce que quand ils entrent, c'est vite quoi, c'est marcher. Et puis, ils nous ont amenés à la cour, ils nous ont placé dress right dress, c'est-à-dire ils nous ont placé en rang et nous ont positionnés comme il fallait nous positionner. Ils nous ont donné la nourriture. C'est même pas la nourriture en tant que telle, ce sont des petits sachets, on appelle ça le MRE. Bref, les nourritures conditionnées pour les soldats, quoi, le MRE. Et après ça, il y a encore notre drill surgeon qui est venu nous parler. Et c'est ce drill surgeon-là qui nous a expliqué. Il dit, ici, quand vous voyez une personne qui a ce chapeau-ci, c'est un drill surgeon. Et mon nom, c'est drill surgeon. Vous n'allez jamais prononcer mon nom. Bref, vous n'allez jamais prononcer le nom d'aucun drill surgeon. Son premier nom, c'est drill, et son dernier nom, c'est surgeon. C'est comme ça que vous devez l'appeler, et c'est comme ça qu'il s'appelle. Et chaque fois que vous allez le parler, vous allez dire, yes, drill surgeon, no, drill surgeon. Can I come drill surgeon? I'm going drill surgeon. I'm moving drill surgeon. I'm coming drill surgeon. Donc, peu importe la phrase que vous allez faire, ça doit finir avec drill surgeon. Peu importe qui vous allez appeler, qui a un chapeau pareil, c'est drill surgeon. Bref, c'était comme ça qu'on devait les appeler et c'est comme ça qu'on devait marcher. Après ça, ils sont partis, on est parti récupérer nos habits. Ils nous ont donné les vêtements. Dieu merci, je n'avais rien sur moi parce que si j'avais quelque chose sur moi, je devais être misérable comme certains de mes collègues avec qui on est entré dans la nuit parce qu'ils étaient venus comme c'était en campagne, quoi. Ils avaient des gros sacs, lourds. Déjà, ils avaient peut-être 2 sacs et il fallait encore porter les sacs que l'armée devait les donner parce que l'armée devait donner et des habits et des équipements avec lesquels on devait faire la formation, quoi. Quand ils nous ont donné les habits, on nous a amenés dans le camp d'entraînement parce que où ce qu'on était, c'était simplement le camp de reception, où ce qu'on devait nous recevoir. Maintenant, ils devaient nous conduire dans le camp d'entraînement. Quand ils nous conduisent dans le camp d'entraînement, on arrive, il y a un autre drill surgeon qui était habillé en habit de sport. On ne savait pas que c'était un drill surgeon. Et là, on l'a appelé surgeon ou bien non. Là, il y a une personne qui l'a appelé sir. Et là, il a complètement freaked out, hein. Il a complètement pété les plombs là. Et il s'est mis à crier sur nous, à nous demander from position of attention, from rest position, move. Il nous a fait pousser il nous a fait faire des pompes pendant près de 30 minutes non-stop. J'ai transpiré comme je n'avais jamais transpiré de ma vie. 30 minutes de push-up non-stop. Pousser. Pendant que vous poussez, il ne fait que crier sur vous. Et en même temps qu'il crie sur vous, il vous donne des instructions comment vous allez faire. Parce que
Une fois qu'on a fini avec ces instructions-là, il n'était pas là pour venir encore vous expliquer les instructions. Non, c'était pas son travail. Il vous donnait les instructions une seule fois. Et après ça, c'était à vous de gérer ces instructions-là. Si tu n'as pas compris, tu ne viens pas lui demander. Tu demandes à une personne qu'on appelle le body buddy. Le body buddy, c'est la personne qui marche avec toi parce que tu ne dois pas marcher seul. Tu dois toujours marcher avec une personne parce que une seule fois qu'on va te voir sans un body buddy, ton cas sera lourd parce que non seulement on va te punir, mais on va punir tout le groupe. Et quand on punit tout le groupe à cause de toi, quand tu montes dans la baraque, eux, comment ça, ils se lient contre toi. Ils peuvent littéralement attendre la nuit et comment dire, et te frapper en vrai parce que tu as fait qu'on a puni tout le groupe. Donc du coup, il fallait constamment marcher avec ce qu'on appelle un body buddy. Et le body buddy devait constituer d'une personne de ton sexe ou de deux personnes d'un sexe opposé. C'est comme ça. Et c'est la loi. Et c'est comme ça qu'on devait marcher. Et après ça, on a eu des baraques, on a eu des numéros, on a eu aussi des jerseys. Ils nous disaient qu'on n'avait pas encore le droit de porter la tenue parce qu'on n'avait pas encore mérité la tenue. C'était le red face. Ça, c'était la période. Non, ça, c'était même pas encore la période du red face. C'était une période blanche aussi comme ça, où ils nous maltraitaient simplement. Sport, le matin on se lève, c'était sport, aller manger, sport, aller manger, sport, aller manger. Et puis quand vous partez, vous lavez, il y a encore notre dress sergeant qui arrive dans votre salle, vous menace encore, vous fait faire des push-ups, vous fait faire des sit-ups. Bref, c'était du calvaire. La première semaine n'était que du calvaire parce que c'était simplement du sport et du sport tous les jours, tout moment. Parce que je me rappelle, il y a un temps, à 2h, il y a un dress sergeant qui est littéralement venu nous réveiller pour nous faire du sport. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être il avait notre mal ou bien, je ne sais pas. Il était simplement là pour nous déranger, pour nous nuire. Et je pense à la fin, on lui a posé la question pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Il nous a répondu qu'il voulait nous rendre inconfortables parce que dans la vie, si tu es confortable, alors tu fais des erreurs. C'est mieux que tu sois inconfortable, alors tu vas faire moins d'erreurs possibles. Ça, c'était sa logique à lui. Une journée normale au base training, c'est on se réveille à 5h, on se brosse et puis on arrange nos lits. On fait l'effort qu'avant 5h30, quand le drill sergeant entre, qu'on a déjà arrangé nos lits et qu'on est déjà tout to the line en train de l'attendre. Quand il arrive, il fait ce qu'on appelle le roll call, c'est-à-dire il se rassure que tout le monde est là et ensuite il descend. Quand il descend, il nous rappelle, et il remonte et il nous rappelle encore de descendre à une certaine heure. Donc à partir de 6h, tout le monde descendait et on s'alignait de façon distincte, de façon ordonnée quoi. On était 4 rangées. Non, 4 rangées et avec autant de colonnes qu'on pouvait avoir, mais c'était 4 rangées en général. Et puis, il y avait notre drill sergeant principal et le drill sergeant qu'ils appelaient le head drill sergeant. Et là, maintenant, on avait le first sergeant qui arrivait et nous donnait les instructions pour la journée. Et après ça, on prenait le petit déjeuner et il nous faisait faire des pompes parce qu'il y aura toujours un drill sergeant qui devait être fâché pour rien, je sais pas, qui devait nous faire des pompes. Encore et encore et encore. Et ensuite, on devait rester là sans rien faire. Déjà, soit assis en train de lire le Soldier's Creed ou bien d'autres réglementations de l'armée ou quoi d'autre qu'eux, ils voulaient que nous on apprenne. Et ensuite, on avait le capitaine qui venait, le capitaine ou bien le commandant de la base, de l'unité qui venait nous expliquer certaines choses, nous donner cours. Bref, les 2 premières semaines du basic training étaient simplement sport et enseignement. Après les premières 2 semaines, on est maintenant passé de la phase qu'on ne connaissait rien à la phase des trainees. Au début, là, on n'était pas encore des trainees. On est quitté de civils à trainees. Maintenant, quand on est devenu des trainees, ou bien quand on est entré dans la red phase, ils nous ont donné des tenues. Ils nous ont demandé de porter nos tenues et de porter nos boots. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à nous faire ce qu'on appelait les military drills, c'est-à-dire des entraînements spécifiques et liés à l'armée. Les premiers 2 jours dans la red phase, c'était simplement comment marcher quand tu es en tenue, comment tu dois saluer, comment est-ce que tu dois adresser un sergent et un officier, c'est-à-dire un non-commissioner officer et un officer. Ces deux caractéristiques différentes, je ne sais pas comment on les classifie en français, mais c'est non-commissioner officer et officer. Comment est-ce que tu dois adresser chacun. Les non-commissioner officers qui sont les sergents, chefs et en montant, tu dois les parler toujours avec la main en arrière, avec les pieds légèrement écartés. Et les officiers, tu dois toujours être droit, en position of attention, toujours être droit et les parler en les regardant fixés. Et pour les saluer, vous devez toujours saluer en les donnant le chapeau quoi. Ça c'est pour les officiers. Et pour les non-commissioner officers, on ne donne pas le chapeau, on reste en parade rest, c'est-à-dire les 2 mains derrière avec les 2 pieds écartés. Après cette étape, on est passé à l'étape où on devait nous donner des armes et avec des masques à gaz. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'importance de nous faire du sport, nous entraîner et constamment nous montrer comment marcher
avec la tenue et comment marcher avec les armes, même quand on n'avait pas encore les armes. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'importance d'avoir toutes ces choses-là, quoi. Avec la musique, tout était différent et je ressentais un peu cette peur de l'homme un peu quittée, quoi. Bon, les gens qui sont nés ici, eux, ils n'avaient pas trop cette peur-là parce qu'ils ont vu des armes quand ils grandissaient, ils ont touché, peut-être certains même avaient déjà utilisé des armes. Parce que quand le drill sergeant demande, par exemple, qui a déjà tiré un fusil ou bien a déjà participé à des chasses, pratiquement tout le monde soulève la main, sauf certains Africains qui sont là, qui n'ont jamais vu l'arme avec les yeux, qui était mon cas. Je n'avais jamais vu une arme. Après avoir compris l'importance de marcher de façon correcte, de façon ordonnée dans la nuit, tout est passé si vite parce qu'il y avait la phase où on nous apprenait à cibler, à prendre des cibles, la phase où on nous a appris à lancer des grenades, on nous a appris à courir et à faire des battle drills, c'est-à-dire les entraînements d'équipe, comment engager l'ennemi, comment rétalier quand des ennemis nous attaquent, comment est-ce qu'on bat en retrait. Bref, ils nous ont appris toutes ces tactiques. Et ensuite, ils nous ont aussi appris les combats rapprochés. Bon, bref, les combats rapprochés, ils sont un peu passés. Comment dire, ils étaient en train de faire ça en brushing, quoi. Ils ne sont pas trop impliqués à l'intérieur parce que ça a tendance à quitter. Et à partir dans des zones spécifiques, par exemple, quand tu entres dans des compagnies de combat, là maintenant, ils vous entraînent particulièrement parce que vous êtes une compagnie de combat, vous êtes directement concerné dans la guerre. Donc du coup, ils veulent être sûrs que vous savez vous battre. Mais pour nous, la plupart d'entre nous ne partaient pas dans les unités de combat. Donc du coup, ils ne voulaient pas trop nous apprendre à nous battre, quoi. Mais ils nous ont appris quelques techniques de combat rapproché. Une chose que je n'ai pas parlé dès le départ, c'est que malgré le fait qu'ils ont pris nos téléphones, on avait quand même le droit d'avoir le téléphone une fois par semaine et c'était le dimanche. Ça, c'était le seul jour qu'on avait le téléphone et on avait le téléphone pour 30 minutes. Mais au fur et à mesure que nous, on bravait les étapes et qu'on avançait dans le programme, je pense à la 8e et 9e semaine, ils ont commencé à nous donner plus de liberté avec le téléphone, nous donner les 1 heure ou 2 heures parfois. Et je me rappelle quand on me donnait 2 heures, j'étais tellement content. Même quand je n'avais pas beaucoup de gens à appeler, puisque je n'avais que la plupart de ma famille était en Afrique. Soit en Afrique, bien sûr, et je n'avais que ma copine que j'appelais. Et parfois, quand j'avais le téléphone, elle était au travail et elle ne pouvait pas décrocher. Donc, quand je prenais mon téléphone, c'était littéralement pour regarder peut-être mes emails, les messages WhatsApp que j'ai reçus, et pour prendre quelques photos et envoyer à ma famille pour dire que je suis encore en vie. À la 10e semaine, c'était la dernière semaine de l'entraînement, il était temps de graduer. Je me rappelle quand on a fini le dernier parcours qu'on avait à faire, on est rentré ce jour-là 23h ou minuit, et puis on nous a demandé de nous laver. Déjà que la journée là, c'était la journée la plus terrible de ma vie parce qu'il pleuvait et c'était gelé dehors et on devait rester et faire ce qu'on appelle le Night Infiltration Course. C'était le dernier cours qu'on devait faire. Comment prendre d'assaut des ennemis dans la nuit. Ça, c'était la chose la plus terrifiante que j'ai fait. Avec des bruits de fusils et des balles qui étaient au-dessus de nos têtes constamment. Et on nous demandait de ramper pour pouvoir partir attaquer l'ennemi. Donc, c'était un peu intense, quoi. Ça, c'était la chose la plus terrifiante que moi, en tout cas, que j'ai fait dans la nuit. Après ça, on est rentré, on s'est lavé et on est parti au lit à 1h. À 3h, notre drill sergeant est venu et nous a réveillés. Il était tellement fier de nous. Il nous dit, I'm proud of you guys. You made it through. This is the last week. Obviously, you guys did a great job. Bref, il nous encourageait et il nous disait comment il y a certains gens que lui ne pensait pas qu'il devait arriver à ce niveau-ci. Mais comme on est arrivé à ce niveau-ci, il est tellement fier de nous et qu'on continue comme on a commencé, quoi. Et puis, on est sorti, il nous a demandé de nous habiller et on est parti faire la cérémonie. La cérémonie pour quitter de trainee à soldat. Parce qu'après cette cérémonie-là, on était officiellement des soldats. Après cette cérémonie, on a fait ce qu'on appelle un graduation. Mais le graduation, parce qu'il y avait le Covid, on ne pouvait pas faire un mass graduation. Il n'y avait personne qui devait être là. Mais on a demandé à tout le monde de partager le lien où on devait faire la cérémonie et on a fait la cérémonie sur Facebook en live et sur YouTube aussi en live où chaque personne passait et parlait et disait certaines choses pour ce qu'ils ont vécu, l'expérience. C'était pas une longue cérémonie, une très courte cérémonie pour remercier tout le monde et puis on a parlé et ils nous ont félicité d'avoir fait le bon travail, d'être passé par l'entraînement jusqu'à la fin. Et après ça, le lendemain, on a commencé à nous chier au AIT parce que eux ils avaient fini avec nous, il fallait maintenant nous envoyer au prochain stade. Le AIT c'était déjà devenu une routine de ma part parce que c'était déjà show up whenever you're asked to show up et faire ce qu'on te demande de faire. Bref, c'était une routine. Matin tu te lèves, tu sais déjà ce que tu dois faire. La seule différence c'est qu'on était deux dans chaque chambre. On avait nos chambres spécifiques, on était deux par chambre et on avait beaucoup de liberté. On avait le droit de rester avec nos téléphones. On pouvait filmer ce qu'on voulait filmer, sauf les places qui étaient interdites de filmer. Et on pouvait
le week-end, on était libre de partir jouer au basketball, partir en salle de gym, partir... Bref, c'était l'école, mais dans l'armée. Il n'y avait pas toutes ces restrictions qu'on avait au basic training. On était libre, mais en même temps libre d'un cas contrôlé. On était contrôlé, mais en même temps on était libre. Des prisonniers libres en même temps. On ne pouvait pas sortir de la base. On devait être à l'école à 8h et on devait quitter l'école à 16h. On devait partir de 16h à 17h, on devait s'échanger et puis redescendre, partir manger et quitter de là et rentrer, se laver. Et à partir de là, on était libre jusqu'à 21h. Et à partir de 21h, c'était l'heure de dormir. Peu importe ce que tu faisais, tu devais arrêter et dormir. Et on avait ce qu'on a fait tu devais partir dormir et à 5h, la journée recommençait. Donc bref, c'était juste une routine de ma part. Je savais déjà ce que je devais faire et je savais le résultat que je devais normalement avoir. Il n'y avait plus trop ce stress-là. J'étais un soldat qui voulait maintenant gagner l'expérience qu'il fallait gagner. Après 10 semaines encore, parce que mon AIT était programmé pour 10 semaines. Après 10 semaines, on a encore fait notre graduation et puis ils m'ont donné ma médaille pour dire que j'ai du Ordnance School, pour dire que j'ai réussi ma formation technique et que je suis prêt pour l'insertion dans l'armée réelle. Il y a 3 types de US Army. Le premier type, c'est full-time, c'est-à-dire active duty, c'est-à-dire vous êtes là en plein temps, c'est votre travail, vous dormez, vous mangez, vous êtes là seulement dans l'armée, on vous déploie n'importe quand, vous rentrez n'importe quand. Bref, vous êtes là 24h/24 pour l'armée, vous êtes logé, nourri par l'armée, vous êtes habillé aussi par l'armée. Donc bref, vous avez toutes les allocations de l'armée. Il y a maintenant ce qu'on appelle le reserve. Le reserve, c'est un US Army Component où vous vous présentez à l'unité un week-end par mois, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, ou bien samedi, dimanche, ou bien dimanche, ou bien seulement samedi, dimanche. Ça va dépendre de l'unité dans laquelle vous êtes. Et il y a maintenant ce qu'on appelle la National Guard. La différence entre la National Guard et la US Reserve, je ne vais pas entrer dans tous les détails, c'est pour une autre vidéo. Ça, c'est si vous voulez bien, vous pouvez mettre ça en commentaire et je vais parler de la différence entre la National Guard et la US Reserve. Mais je vais vous donner une différence claire. La US Reserve est gérée par l'État fédéral et la US National Guard, Army National Guard est gérée par l'État où vous êtes. Par exemple, il y a Minnesota National Guard, Texas National Guard, West Virginia National Guard, New York National Guard. Bref, il y a chaque État a son National Guard. Or, le Reserve Component est directement lié à l'armée et c'est l'État fédéral qui gère cela. Ça, c'est la différence entre ces deux components. Maintenant, quand on s'est détaché du AIT, ils nous ont renvoyé directement dans nos unités. Mais quand ils vous renvoient dans vos unités, puisque ce n'est pas quelque chose qui est géré par l'armée directement, de façon directe, on avait le temps de rentrer chez nous, causer avec la famille. Bon, moi, j'étais seul, donc du coup, je n'avais pas la famille à laquelle je devais rentrer. Donc, je suis simplement rentré dans un hôtel et j'ai appelé 2-3 personnes pour voir comment je pouvais avoir une maison. Et j'ai loué un appartement vite fait pour pouvoir mettre mes choses et puis acheter un matelas et porter toutes les autres choses que j'avais déjà gardées dans un storage pour remettre dans l'appartement, quoi, pour avoir une insertion rapide. Et après ça, j'ai contacté mon unité pour leur dire que je suis de retour et que je suis prêt à revenir dans l'unité. Ils m'ont dit que ok, que je prends mon temps, qu'il n'y a pas de pression. Comme je leur ai déjà appelé, il n'y a pas de pression et ils vont m'envoyer le newsletter. Le newsletter, c'est une lettre ou bien un email qui vous donne des spécifications sur quand est-ce que vous avez le drill ou bien quand est-ce que vous avez des entraînements et à l'heure que vous devez vous présenter et bref, ils vous donnent les dates et ce que vous allez faire. Par exemple, le premier newsletter que j'ai reçu, c'était de vendredi à dimanche et ils nous ont dit exactement ce qu'on devait faire ces jours-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'unité, c'est à la date précise à laquelle ils ont envoyé le newsletter et c'est comme ça que je me suis intégré dans l'armée. Si vous voulez savoir comment est-ce que je me suis intégré dans l'unité, vous n'avez qu'à mettre en commentaire et je vais vous donner les détails spécifiques de comment la première interaction que j'ai eue avec les soldats qui étaient là depuis avant moi, comment les conseils qu'ils m'ont donnés et comment faire pour évoluer dans la National Guard. Vous pouvez mettre ça en commentaire et je vous ferai une autre vidéo où je parlerai de ça. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous a plu. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, commentez, likez et surtout partagez. Je vous revois la semaine prochaine. Merci.